Et voilà, on est de retour et j'espère que cette fois-ci vous nous entendez bien parce que je viens juste de changer la table de mixage tout simplement et j'ai repris l'ancienne table de mixage et j'ai tous mes sons qui sont bons, donc j'attends juste vos commentaires pour me dire que vous êtes bien à l'écoute et que on est bien en direct avec vous. Voilà, ça va pas tarder. Alors, on a déjà 13 personnes qui nous regardent et j'ai pas trop de commentaires pour le moment. Allez, on va tout de suite passer, le voilà. Et je suis désolé, monsieur Olaran, de ces petits problèmes techniques. C'est mieux. Ah, parfait, c'est parfait, parfait, nous dit tout le monde. Ouf, voilà, ça a duré un petit quart d'heure, je suis désolé. Monsieur Sébastien Laurent, on va attaquer tout de suite si vous le permettez. Je suis encore désolé de toutes ces petites, tous ces petits soucis, mais voilà, on apprend hein, au jour le jour. Hein. Donc je vous avais préparé trois thèmes, thème un, thème 2, thème 3. Le thème un, donc depuis votre prise de fonction, on va pas revenir sur les modalités de votre élection et le laps de temps qu'il a fallu pour que vous rentriez en fonction. Voilà, On en a déjà parlé. on en a déjà parlé. Donc voilà, et puis tout le monde est au courant. Donc voilà. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est depuis votre prise de fonction, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites. Vous avez d'une part, on va dire, fait des choses dans la continuité de l'ancienne municipalité, ce qui était normal. On va parler par exemple, la semaine dernière, on a parlé de l'inauguration du clocher rénové de Notre-Dame-du-Mont et la troisième tranche de travaux qui avait été prise, comment dire, euh, prévue par l'ancienne municipalité. Vous avez décidé, dans une action tout à fait normale, de la faire perdurer. Ben, quand on gère une commune, on n'est pas dans une logique partisane. Voilà. Et il y a des projets, effectivement, qui sont d'intérêt général et qui font consensus. Et lorsqu'on parle de restaurer notre patrimoine et de le transmettre à nos anciens, à nos générations futures, le patrimoine de nos anciens aux générations futures, eh bien, il est totalement normal que tout le monde se retrouve là-dessus. Et André Hyper, effectivement, a commencé la restauration de cette chapelle de Notre-Dame-du-Mont qui est chère au cœur des Bréois. Et naturellement, notre municipalité va s'inscrire dans la continuité de cette action pour faire en sorte que cette chapelle continue d'être restaurée par étapes. En tout, il va falloir encore 1,5 million pour rendre véritablement à cette chapelle son lustre d'antan. D'accord. Donc ça va être un gros travail qui prendra vraisemblablement l'ensemble du mandat. Oui, parce qu'un million et demi, c'est énorme. Et puis, il n'y a pas que Notre-Dame-du-Mont. Hein. On va sûrement en parler dans une des parties pour ce qui est de la suite. Je vous laisserai le soin de l'annoncer. Moi, ce que je retiens depuis votre prise de fonction, on va dire il y a 4 points. J'en oublie certainement. Hein. Un, c'est la communication. Vous êtes un maire qui communique. Je pense Voilà. que c'est très important d'avoir un lien direct avec la population. C'est très important d'être à l'écoute des habitants parce qu'eux ont beaucoup de préoccupations, nombreuses, et c'est très important de pouvoir les entendre et dans la mesure du possible, effectivement, y répondre. Et à l'inverse, c'est très important qu'il y ait une communication de nous, les élus, vers les citoyens parce qu'on a été élus par des électeurs à qui on doit rendre des comptes. Et donc pour moi, c'est très important de le faire, de s'expliquer sur la politique qu'on mène et de le faire en utilisant tous les leviers de communication qui existent, à la fois effectivement des supports traditionnels, des affiches, une gazette municipale qui sortira vers la fin de l'année, et puis toutes les nouvelles technologies avec effectivement les réseaux sociaux et les émissions comme celle dans laquelle tu me fais l'honneur de m'inviter, et bien sûr ces Facebook Live que je fais à intervalles réguliers pour répondre en direct aux questions des internautes. Alors, puisque il en est question, vous tous qui nous regardez et nous écoutez, sachez que si vous avez quelques questions à poser à Monsieur le maire Sébastien Laurent, n'hésitez pas, on se gardera 5 à 10 minutes sur la fin de l'émission. On va sûrement dépasser un petit peu parce que malheureusement avec les problèmes, on a déjà pris 15 minutes et je suis un parleur invétéré. Je crois que nous sommes deux sur ce sujet-là, Monsieur le maire. Et communication, il en est question. Moi, je retiens, je vais les montrer parce que elles sont vraiment magnifiques. Ce sont pour les Bréois. Voilà, je montre
à la caméra, ce sont les invitations que vous envoyez alors là, il y a, je crois, la Medja Ghost, et puis votre discours, et puis je crois que c'est la Saint-Bernard, ou peut-être c'était avant, me semble, le feu d'artifice, peut-être, je sais Alors, plus. ces cartons d'invitation avaient été réalisés sous la municipalité précédente et ils étaient envoyés à un fichier déterminé pour les différentes manifestations, enfin les plus importantes manifestations. La seule nouveauté, c'est que Amédée, je t'ai mis dans ce fichier d'invités. Ah, c'est pour ça que je les reçois. Alors voilà, donc, alors c'est pas une boulette, attention, hein, les copains, c'est une demi-boulette. Hein. Bon, voilà, donc en tout cas, c'est magnifique. Ça fait plaisir de les recevoir. Alors, je veux pas, je ne critique pas l'ancienne municipalité, mais c'est vrai que moi, je recevais juste des emails pour m'inviter. Mais voilà, bon, c'est tout. C'est pas une plus critique, écologique. Oui, non, c'était pas une critique, simplement que je pensais que c'était quelque chose. Par contre, il y a une autre chose dans ce que vous avez dit, c'est la gazette municipale. Il est question d'en faire une gazette annuelle. Oui, une gazette par an, peut-être un petit peu plus fournie que ce n'était le cas précédemment, mais avec une seule parution et donc une seule diffusion et donc des coûts diminués effectivement pour la commune. Très bien. Le deuxième point sur ce thème depuis votre prise de fonction, c'est le tourisme. Tourisme qui a été, on ne sait, on ne saurait le dire plus, vraiment impacté par cette crise du Covid. Alors moi je dis pas de la Covid, hein, voilà, voilà, je suis parti sur le Covid et du coup je continue à, même si c'est une faute, tant pis. Donc cette crise du Covid a impacté fortement le tourisme et vous avez décidé dans la commune de Bray-sur-Roya d'ouvrir le camping là où les autres communes avaient décidé de ne pas l'ouvrir. Je suis convaincu que le tourisme est un gros élément de l'attractivité et du développement de la commune de Bray-sur-Roya. Et je pense que vraiment, il faut faire en sorte de développer ce potentiel touristique qui peut effectivement créer beaucoup d'emplois et faire connaître positivement notre commune. C'est la raison pour laquelle j'ai estimé qu'on ne pouvait pas se priver des places d'hébergement qui sont déjà trop peu nombreuses dans la vallée de la Roya pour accueillir tous les touristes qui aimeraient y séjourner. Et donc, effectivement, j'ai jugé nécessaire d'ouvrir ce camping municipal pour la saison. Je sais que les maires, certains maires ont fait des choix différents. À Sospel, par exemple, le choix a été fait de laisser le camping municipal fermé, mais c'est parce qu'il y a à Sospel 2 campings privés qui étaient en concurrence directe avec ce camping municipal. Donc la mairie de Sospel a voulu éviter de faire une concurrence à ces campings privés, ce qui se conçoit parfaitement. À Bray-sur-Roya, nous avions un seul camping, qui est un camping municipal, qui est depuis plusieurs années en gestion déléguée, c'est-à-dire à des privés, et j'ai fait le choix d'ouvrir ce camping pour cet été. Cela étant dit, comme ce camping était en gestion privée, une procédure avait été lancée, qui a été annulée par le tribunal, une deuxième procédure a été lancée, de nouveau annulée par le tribunal. Il a donc effectivement fallu, pour pouvoir l'ouvrir, car nous n'avions pas le temps de relancer une procédure, le reprendre en gestion directe par la commune. Et ça aussi, ça prend du temps. C'est énormément de travail. Donc on a nos services municipaux qui ont travaillé d'arrache-pied pour parvenir à ouvrir ce camping, parce que au-delà de la partie administrative et financière, il y avait toute une partie remise en état, mise en sécurité incendie, mise en sécurité électrique, ménage, entretien des espaces verts, dératisation, énormément de choses sur lesquelles nous avons mobilisé les agents de la commune et effectivement avec un résultat positif puisque le camping a pu ouvrir le 1er août. Alors, le camping a pu ouvrir le 1er août. En cela, vous avez été aidé, vous avez le nez creux par déjà une première personne que vous avez nommée directrice. C'est Leslie Baucher, pardon. Gaucher. Qui est la directrice générale des services de la commune et qui est par la même occasion la directrice de la régie municipale du camping. Voilà. Et donc du coup, ça, c'est une bosseuse. Hein. Elle a effectué un travail absolument immense. Voilà. Et je pense que une reprise en régie d'un équipement comme ce camping, en un tel laps de temps, je pense que ça relève du record. Oui, et il y a une deuxième personne que je désire mentionner dans à la tête donc de ce projet, c'est la conseillère municipale déléguée au commerce, qui est Madame Marilène Valkoviak,
qu'on voit faire des pieds et des mains depuis des semaines pour récupérer une table, une chaise et un lave-linge qu'elle a réussi hein, d'ailleurs à obtenir. C'est formidable. Elle bosse comme Donc une c'est dingue. Marilène Valkoviak qui est adjointe, Adjointe, hein, oui, au oui. développement et à l'attractivité, Oui. et donc il y a le tourisme dans ses compétences, Oui, tout à fait. et qui effectivement travaille avec beaucoup d'énergie Ah ouais. depuis des semaines pour faire en sorte d'abord que ce camping ouvre, et ensuite Ouais. pour faire en sorte qu'il fonctionne et qu'il offre le meilleur service possible Mhm. à nos clients. Et effectivement, étant donné que ce camping est fermé depuis des mois et des mois, c'est pas une mince affaire. Ouais. Et elle travaille pour cela en étroite collaboration avec notre adjoint aux travaux, Daniel Giordan, qui a aussi beaucoup travaillé sur ce camping, en plus de tout le reste. Et puis avec tous les autres adjoints, la première adjointe Audrey Rossi, qui a travaillé sur la partie ressources humaines et budgétaires, Ouais. et puis bien sûr l'ensemble du conseil municipal qui nous a soutenus, chacun à sa manière, dans cette démarche qui était très importante pour la Ouais. commune. Ah. Tellement importante Oui. que j'ai d'excellents retours de la part des commerces locaux Ouais. qui me disent qu'ils ont beaucoup de clients grâce au camping. Bon, Et ça, c'est une vraie satisfaction, parce qu'on a des commerces qui ont effectivement connu de grosses difficultés du fait du confinement, du fait qu'ils aient dû cesser leur activité, et le fait effectivement qu'aujourd'hui le camping contribue à cette reprise économique, pour moi c'est une excellente nouvelle. Et d'ailleurs, ce camping aussi, si nous avons voulu l'ouvrir, si nous avons mis autant d'énergie à l'ouvrir, là où par exemple nous avons laissé fermer la piscine, c'est parce que, contrairement à la piscine qui coûte énormément à la commune, le camping normalement rapporte. Mhm. Alors cette année, étant donné le contexte un petit peu particulier, nous ne le savions pas, nous ne pouvions pas être sûrs que le camping allait être excédentaire. Il est excédentaire. À l'heure qu'il est, il est excédentaire. On le dira quand on aura l'ensemble des comptes de l'année, Oui. mais ce que je peux dire, c'est qu'en 3 semaines, le camping a réalisé les recettes que nous avions estimées pour 3 mois. C'est exceptionnel parce Nous que a- là franchement, avec le, excusez-moi d'arrêter, de m'arrêter là-dessus, mais c'est exceptionnel parce que déjà un gage de qualité par rapport aux événements que nous connaissons, d'avoir un camping qui est en un mois excédentaire sur un prévisionnel de 3 mois. Bravo. Pratiquement 25 000 euros de Ouais. recettes en 3 semaines. Formidable. Autrement dit, en moins de 3 semaines, nous avons payé les salaires de l'ensemble des agents du camping pour 3 mois. C'est formidable. Voilà, c'est exceptionnel parce que ben, ça prouve plusieurs choses. D'une part, c'est que quand on met du travail et de la conviction, eh ben, ça paye. Quelles que soient les circonstances, on va dire, économiques et sociales, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, de reprendre le camping en régie municipale est une bonne chose. Ben, nous en tirerons les leçons. Oui, oui, Nous bien sûr. avons oui, vu oui. ce qu'était une gestion en délégation de service public. Nous allons voir aujourd'hui ce que donne la gestion en régie, et nous en tirerons les conclusions. Oui, Mais d'accord. effectivement, je trouve que, surtout compte tenu du contexte, surtout compte tenu de la précipitation dans laquelle nous avons ouvert ce Ah oui, camping, oui, c'est je formidable. trouve que les premiers résultats de la gestion en régie sont plutôt concluants. Ah, Avec effectivement beaucoup d'améliorations Oui, possibles, oui, hein. oui. Mais je trouve que d'ores et déjà, on a eu la satisfaction d'avoir pu l'ouvrir, d'avoir pu donner satisfaction à beaucoup de clients, Ouais. et Ce qui veut- ce qui effectivement veut dire- d'avoir fait bénéficier de ça toute Oui. notre économie locale. Bien sûr. Ce qui veut dire aussi qu'on est à la fin du mois d'août, on sait qu'on a sur le mois de septembre encore une population, on va dire, de seniors qui sont susceptibles de venir ici. Si on nous laisse un petit peu tranquille au niveau de la circulation, hein, c'est pas gagné. Mais ça veut dire que le mois de septembre peut apporter encore plus au commerce et aux caisses de la municipalité. Ben, pour cette année, il est très difficile, je pense, de faire des Des pronostics. pronostics, oui, tout à Très fait, ouais. difficile de savoir comment les personnes vont se comporter. Ça va aussi, bien sûr, dépendre de l'évolution de la pandémie. Mhm. Cela étant dit, on a constaté sur le mois d'août ce auquel on s'attendait, c'est-à-dire à beaucoup de personnes qui ne venaient pas de très loin,
qui venaient souvent de l'ouest du département des Alpes-Maritimes, qui venaient souvent du Var, et qui ont découvert notre vallée de la Roya. Et effectivement, je trouve que c'est formidable parce qu'il y a un gros potentiel sur le littoral azuréen, beaucoup d'habitants qui vont séjourner dans les vallées qui sont considérées comme étant les plus proches de Nice et qu'ils connaissent. Et là, je pense que c'était l'occasion pour ces personnes-là de s'apercevoir que à 1 heure de Nice, c'est-à-dire aussi près que les autres vallées, on a une vallée, la Roya, qui mérite d'être découverte et qui mérite de venir y séjourner. Et ça, c'est formidable. Alors, il y avait déjà ce fait, on va dire, dû à la pandémie. Il y a aussi une chose, et voilà, bon, on m'accusera peut-être de passer le cirage, mais en tout cas, c'est une réalité. C'est une communication, encore là, sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui n'a pas été, je vais pas dire que c'est du matraquage, mais presque, parce qu'on a vu vraiment, voilà, de sortir et peut-être que les gens aussi se sont axés sur les images, les photos. J'ai réalisé la semaine dernière un petit film qui a eu beaucoup de vues, j'en suis très content. Voilà, mais voilà, si tout participe de cette communication, ça aussi, ça attire des personnes. Hein. Et encore, en communication, on a énormément à faire autour de ce camping. Finalement, moi j'ai le sentiment qu'on n'a pas fait grand-chose par rapport à ce qu'il faudrait faire. Une communication autour d'un camping, on la commence en hiver. Bien sûr, bien sûr. Et puis on l'a fait monter en puissance jusqu'à l'arrivée de la saison estivale. Là, c'est vrai qu'on a fait une communication un petit peu, on va dire, minimaliste. C'était essentiellement autour de l'inauguration que j'ai voulu organiser. L'inauguration, effectivement, parce que ça permettait de communiquer sur l'ouverture du camping, et puis parce que ça permettait aussi de mettre en valeur tous ceux qui nous ont aidés à l'ouvrir. Et c'était au moins aussi important sinon plus. Et puis, on a été aidé, effectivement, par toi, Médée, qui nous a fait ce petit reportage vidéo sur le camping qui était tout à fait de qualité et bienvenue. Merci. Et puis France 3 Côte d'Azur qui nous a consacré dans ses informations régionales un reportage sur le camping également. Alors on va laisser le camping, ça a été une grosse partie de notre discussion. Le tourisme donc, il n'y avait pas que le camping hein, sur le tourisme, il y avait notamment l'hôtel qui était ouvert, les restaurants qui se sont greffés autour de ça. Là on passe directement sur le commerce, mais c'est vrai qu'on assiste à une relance du commerce, notamment avec, j'ai compté, pas moins de 4 activités, 1, 2, 3, 4, j'en ai compté 4, il y en a peut-être plus, 4 activités, 5 avec, 5 activités qui se sont mises autour de Breil. Hein. Alors pour vous dire, il y a l'onglerie, il y a eu la pizzeria de la Roya dont on fêtera l'inauguration demain soir à 18h30, 19h, avant d'aller voir le dernier spectacle des estivales du département qui est consacré à Aretha Franklin. Voilà. Donc la pizzeria de la Roya, il y a la petite pause qui s'est ouvert également, ce petit snack à l'entrée du village. On a l'antiquaire restauration d'art. L'antiquaire restauration d'art et le petit snack itinérant de gaufres et de crêpes que l'on voit à la gare, au monument, à la place du Général de Gaulle et également le mardi matin au marché. Je suis très heureux, après avoir vu pendant des années à Breil un déclin de l'activité économique, voir aujourd'hui un rebond. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense que effectivement le confinement a offert l'occasion à beaucoup de personnes de réfléchir sur leur vie, de s'interroger, d'imaginer de nouveaux projets et quelquefois d'engager une nouvelle page de leur histoire et de leur activité économique. Il y a, je ne veux pas m'attribuer les mérites de cela, ce sont vraiment des initiatives privées, mais effectivement il y a eu aussi des collectivités comme la CARF qui ont vraiment apporté un soutien, et c'est le cas depuis plusieurs années, mais ça a été aussi l'occasion de davantage les faire connaître de l'aide à la création d'entreprises. Et puis, effectivement, il y a aujourd'hui, je trouve, une dynamique positive et beaucoup de personnes qui considèrent que l'arrivée d'une nouvelle municipalité à Breil-sur-Roya peut susciter un nouvel élan, un nouveau souffle. Et que ce nouvel élan-là, il donne envie de croire qu'une activité à Breil peut fonctionner et peut être lucrative. Et c'est, je pense, tout cela ensemble qui fait qu'on a
ces activités économiques qui sont développées. C'est une excellente nouvelle. Nous les accompagnons, nous continuerons de le faire. Nous l'avons fait par exemple en mettant à disposition une zone bleue pour le stationnement devant la pizzeria de la Roya. Nous l'avons fait en autorisant l'occupation du domaine public à la petite pause pour qu'ils puissent mettre des tables. Et nous n'avons pas oublié les restaurants par exemple qui étaient déjà en place et auxquels nous avons aussi offert la possibilité d'élargir leur terrasse sur le domaine public, notamment pour respecter toutes les consignes de distanciation qui étaient quand même très strictes et très contraignantes au moment du déconfinement. Tout à fait. Alors, j'avais oublié juste aussi, on parle d'un projet sur le... Pour l'instant, c'est pas encore réalisé, mais d'un projet sur le café de la gare. Et on parle d'un projet qui, là, est en partie réalisé avec ce menuisier qui s'est installé dans l'ancienne coopérative agricole et qui normalement ne va pas rester puisqu'il y a un projet d'une grande marque de jardinerie de s'installer là. Hein. Oui, mais ça devrait prendre un petit peu de temps. Ça devrait prendre un peu de temps. Que la menuiserie à cet endroit-là a de beaux jours devant elle. D'accord. Alors bon, on n'en parlera pas plus. Donc le commerce, bien entendu, et ce commerce, bon, apparemment, il a l'air déjà de brasser du monde. Est-ce que, comme vous dites, est-ce que c'est au bon moment, au bon endroit? Les gens ont réfléchi. En tout cas, moi, j'en suis la preuve. Hein, voilà, si je peux en parler personnellement, si Athéla Bregenka est né, c'est dû au confinement, tout simplement. Hein, dû à ma situation personnelle il y a l'année dernière, mais dû aussi au confinement. Athéla Bregenka ne serait jamais né sans le confinement. Donc voilà. Bref. Le dernier point sur le thème depuis votre prise de fonction que dont je voudrais parler, c'est les festivités. Voilà, au-delà des festivités au sens limité du terme, oui, c'est toute la vie locale en réalité qui devait redémarrer après les longs mois de confinement pendant lesquels effectivement la vie culturelle, sportive, festive, les loisirs étaient en suspens et nous avons effectivement tout fait pour accompagner cette reprise de la vie locale. C'est d'abord effectivement maintenir le soutien aux associations. Et nous avons maintenu le budget des subventions aux associations, environ 47 000 € pour une quarantaine d'associations breilloises, librasques aussi, pas encore piénasques, mais je dis aux associations piénasques qu'il ne faut pas qu'elles hésitent à demander des subventions à la mairie de Breil-sur-Roya. Et effectivement, tout cela aurait pu effectivement ne pas être fait dans la mesure où beaucoup de ces associations n'ont pas pu faire toutes les activités qu'elles faisaient habituellement. Mais nous avons fait le choix de maintenir tout de même les subventions parce que il s'agissait là de les encourager à refaire, à repartir. Et quitte à ajuster les subventions l'année prochaine en fonction de leurs besoins. Mais je trouve que c'était très important de susciter cette reprise de l'activité. Nous avons maintenu les festins, les fêtes traditionnelles. Nous n'avons pas fait de bal, nous avons trouvé des alternatives, nous avons réaménagé les programmes, mais nous avons quand même voulu faire ces fêtes de village, parce que nous avions besoin de ces moments de rassemblement, de ces moments de joie, de ces moments de fête, qui existent depuis des décennies, des siècles, qui ont traversé des guerres, et qui n'allaient pas, de mon point de vue, s'arrêter à cause d'une pandémie de Covid-19. Bien sûr. Donc c'était absolument essentiel, et donc nous avons fait le 14 juillet, la Medjagust, et ce week-end, nous ferons la Saint-Bernard. On va en parler de la Saint-Bernard. Ce que je voulais revenir, c'est que effectivement, les balles n'ont pas lieu, mais apparemment, il n'y a pas eu de problème, puisque le karaoké a bien fonctionné. Moi, j'y étais, il y avait pas mal de monde. Hein. Le karaoké a attiré beaucoup de monde, avec malgré tout un cadre contraignant, tout à fait. Du fait des mesures sanitaires, mais bon, ça a été justement encore plus de travail de la part des bénévoles du comité des fêtes et des élus aussi, en particulier Karine Boetti, qui a été très investie pendant ce week-end de la Medjagust. Tout à fait. Et ça a été encore plus de travail, effectivement, pour offrir une soirée qui respecte autant que possible, le plus possible, les mesures sanitaires. Et effectivement, je pense que le public qui a participé était satisfait de ces festivités. Alors, un mot sur Karine Boetti, qui n'a pas attendu d'être conseillère municipale pour faire une action au sein du comité des fêtes, puisque je me rappelle, il y a 2 ans, alors que j'étais dans le bureau du comité des fêtes, elle avait été exceptionnelle sur la gestion des enfants, des cocardes et tout ça, ça a été formidable. Voilà, donc elle était toute
prédestinée toute désignée pour. en tant que conseillère municipale à travailler sur ce domaine-là de la vie associative et de la vie festive. Alors moi, ce que je retiens, bien entendu, on a parlé de l'inauguration le 16 août dernier du clocher rénové. On en a parlé, on va pas revenir dessus. Ce que je retiens, c'est le feu d'artifice. On a eu un feu d'artifice. Oui. Voilà, ça c'était formidable. Disons que nous avions eu un feu d'artifice au moment de l'inauguration du barrage, donc en 2015. Oui, je vais juste arriver. Et puis ensuite, pendant des années, nous n'avons plus eu de feu d'artifice à Breil. Et c'est seulement l'année dernière, la dernière année du mandat d'André Hypert, que nous avons eu un feu d'artifice. Et moi, je ne me voyais pas, pour mon premier été comme maire, faire disparaître le feu d'artifice qui plaît énormément. Même avec la distanciation sociale et les problèmes de pandémie, et en plus, effectivement, pour assister à un feu d'artifice, on peut s'étaler tout autour du lac et donc on peut facilement respecter la distanciation. Après, bien sûr, c'est la responsabilité et ça dépend de la bonne volonté de chacun, mais je pense que c'était très important de proposer ce rendez-vous et je trouve que nous avons eu un très beau feu d'artifice. Alors, on a terminé le thème 1, on pourrait parler bien entendu des travaux engagés sur les voies, la première DFL notamment. On pourrait parler, voilà, il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Moi, c'était les thèmes que je voulais dégager. Et si vous voulez bien, on va passer sur le thème numéro 2 que j'ai appelé donc aujourd'hui, hein, avec voilà quelque chose. Alors déjà une première chose, le conseil municipal de mercredi prochain, mercredi 2, qui sera qui aura pour sujet principal la place Brancion, et là c'est un sacré dossier aussi. Donc on pourrait parler aussi du budget du dernier conseil, hein, si vous voulez en dire quelques mots. Voilà, je vous laisse la parole sur ces deux sujets. Non, je vais commencer sur la première partie de ta question. La place Brancion, c'est un sujet essentiel. Je dirais même c'est le sujet prioritaire. C'est celui qui, de mon point de vue, conditionne toute l'attractivité et le développement futur de la commune de Breil-sur-Roya. On ne peut pas faire l'économie d'un mandat supplémentaire sans avoir résolu ce problème. C'est pas possible. Donc pour moi, il fallait agir tout de suite, vite et fort. Dès ma prise de fonction, j'ai écrit au préfet des Alpes-Maritimes pour demander à ce que réellement on avance sur ce dossier. On a eu les résultats de l'étude sur la maison Guidi qui a été publiée dans la foulée. Ces résultats disent que le coût de la démolition de l'immeuble Guidi est estimé à 800 000 €. Le coût de la reconstruction de l'immeuble Guidi avoisine les 5 millions d'euros. Ouais. Donc, il n'y a plus de doute possible. La solution, qui est acceptée, je pense, par une large majorité de la population breilloise et qui est acceptée par l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble Guidi, c'est la démolition. Oui, d'autant plus qu'on pourrait bénéficier des fonds Barnier, des fameux fonds Barnier. Il y a un préalable à la démolition, c'est l'acquisition. Il faut que la mairie rachète cette maison Guidi aux propriétaires. Les propriétaires, tous ensemble, ont accepté une offre d'achat qui avait été faite donc sous la municipalité précédente de 988 000 €, répartie donc entre 8 copropriétaires. Ouais. Cette offre de rachat, le fait qu'elle ait été acceptée et le fait que nous ayons eu les résultats de ces études, ça nous permet aujourd'hui de constituer le dossier de demande de fonds Barnier pour obtenir 100% de financement de l'État sur l'acquisition et sur la démolition. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons constitué le dossier de fonds Barnier. Nous sommes en train de constituer le dossier de demande de fonds Barnier pour l'acquisition. L'objectif, c'est que ça puisse passer en commission fin septembre. D'accord. Et nous avons appris aujourd'hui que nous devions déposer le dossier avant le 4 septembre, c'est-à-dire avant vendredi prochain. On est juste alors. Alors nous avons la plupart des documents en notre possession, mais il y avait un document important qui est nécessaire, c'est une délibération du conseil municipal autorisant l'acquisition de l'immeuble Guidi. D'où le conseil municipal que nous avons convoqué en urgence, mais en respectant tous les délais de convocation, sûr, le 2 septembre, pour effectivement que le conseil municipal approuve l'acquisition de l'immeuble Guidi. Et ensuite, après avoir fait cette demande de fonds Barnier pour l'acquisition, donc nous espérons avoir une réponse dans les mois qui suivent, pour pouvoir faire acheter par la mairie cet immeuble au début de l'année prochaine. Et parallèlement, nous allons constituer le dossier de fonds Barnier, de demande de fonds Barnier pour la démolition. D'accord.
Qui sera donc prise en qui, charge lui, aussi. qui sera également prise en charge à 100% par l'État dans le cadre de ces fonds Barnier, et qui devrait passer en commission normalement au mois de février. Donc une opération blanche pour la mairie. Une opération blanche pour la mairie. À quelque chose près, on va oui, dire. à quelque chose près. Je crois qu'il y a des frais de notaire qui ne sont pas remboursés. Pour la démolition, par exemple, il y a la TVA que la mairie doit avancer et qu'elle récupère 2 ans après. Et puis, il y a l'avance que la mairie va devoir faire. D'accord, très bien. Et donc, pour, par exemple, financer quelques 1 million d'euros pour l'acquisition de l'immeuble Guidi, il va falloir que la commune fasse un emprunt. Donc, elle aura les intérêts de l'emprunt à rembourser. Oui, mais qui peuvent être pris en charge dans le cadre des fonds Barnier. Donc, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler aussi. Mais effectivement, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et si effectivement, on tient ce rythme, parce qu'on doit avoir un complément d'études, ça a été demandé avant d'engager la démolition, notamment un complément d'études qui nous dise ce qui doit être fait pour conforter l'immeuble qui se trouve derrière la maison Guidi. Et si on arrive à faire avoir ce complément d'études et à faire passer ce dossier en février pour la démolition, je pense que l'immeuble Guidi pourrait bien tomber, être démoli, l'immeuble, disons, d'ici 1 an et demi. D'ici 1 an et demi. Alors, on va pas faire des plans sur la comète, mais j'imagine qu'il y a bien un après la démolition et qu'on commence déjà à y réfléchir du côté de votre municipalité. Est-ce que vous soumettrez un projet à la population? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire? Alors, d'abord, effectivement, quand on aura résolu le cas de la maison Guidi, on n'aura résolu qu'une partie du problème. Exactement, oui. Parce qu'ensuite, il faudra quand même consolider l'ensemble de la place. Oui. Il y a le cas du 7 Place Brancion, c'est-à-dire l'immeuble du bar des Alpins, qui pourrait aussi devoir faire l'objet d'une démolition parce que c'est vraiment un des immeubles les plus sinistrés. Oui. Il y a effectivement l'ensemble des immeubles qui sont entre ce bâtiment-là et l'actuel immeuble Guidi, le bâtiment du presbytère qui est aussi impacté, et puis la place en elle-même. Et puis le soubassement, tout ce qui est en dessous. Tout ça va nécessiter soit des travaux de restauration, soit un peu de démolition, et en tout cas un confortement du sous-sol. Bien sûr. Donc c'est un projet, la remise en état de la place Brancion, qui va s'étaler sur plusieurs années. Je pense que déjà, quand on aura réglé le problème de la maison Guidi, on aura enlevé un gros problème en termes d'image. Ouais, enfin, tout ça pour me dire que c'est peut-être un peu trop se projeter en avant que de savoir ce qu'on va faire après. C'est pas du tout trop se projeter en avant, parce que c'est pas parce que nous traitons l'immeuble Guidi que nous voulons délaisser les autres immeubles. Non, et donc en même temps que nous avançons sur l'immeuble Guidi, nous faisons en sorte d'obtenir que les études soient réalisées sur tous les autres bâtiments. Pour qu'on puisse avancer aussi, parce que là aussi, il y a des propriétaires qui ont vu du jour au lendemain leur immeuble s'effondrer et qui sont dans des situations, pour certains, très difficiles. Voilà, où ils ne savent plus comment s'en sortir. Donc il faut que la mairie, à la fois, crée les conditions pour avoir demain une jolie, vraie place de village, et aussi créer les conditions pour que ces personnes-là ne subissent pas éternellement ces difficultés. Et effectivement, l'objectif, c'est d'avoir une vraie place de village, piétonne, végétalisée, telle qu'on peut les voir dans un petit peu tous les villages, avec des commerces autour. Tous nos villages, et qui manquent cruellement à Breil. D'accord. Et des bancs pour nos seniors. Et bien sûr, des bancs. Bon, aujourd'hui, là, on va rentrer dans un... J'essaie d'aller vite, parce que, voilà, il est déjà moins de 10. Je sais qu'on a une petite 15-20 minutes à récupérer. Les finances peut-être les finances, oui, les finances. Parce que tu m'avais posé des questions en même temps. Les finances du dernier conseil municipal. Allez. Oui, mais en fait, c'est la situation des finances de la commune en général qui mérite d'être connue de la population. J'ai fait un Facebook Live il y a quelques temps pour en parler, et je pense que c'est important que tous les habitants de Breil-sur-Roya sachent que notre commune est dans une situation très financière, très préoccupante, avec une dette qui est à son plus haut niveau depuis 40 ans. J'ai reçu, pas plus tard qu'hier, un document de la part de la trésorerie qui fait un peu l'état des finances de la commune et qui estime la dette, donc l'ensemble de ce que la commune doit rembourser, à la fois le capital, les intérêts et la ligne de trésorerie de 500 000 euros. Le montant total de cette dette est de 4,3 millions d'euros. Qu'est-ce que risque la commune? C'est quoi, une mise sous tutelle? Alors la commune risque une mise sous tutelle si elle ne parvient plus à voter des budgets en équilibre.
D'accord. Cette année, nous sommes parvenus à voter un budget en équilibre en nous serrant la ceinture, en ne programmant pas tous les investissements que nous aurions voulu pouvoir réaliser. Mais tant que nous votons un budget en équilibre, la Chambre régionale des comptes ne vient pas contrôler nos finances, sauf si on lui demande, mais je vais y revenir. Mais en tout cas, quand un budget est voté en déséquilibre, la Chambre régionale des comptes vient, elle fait des préconisations, soit on équilibre le budget, soit on se retrouve sous tutelle. C'est une épée de Damoclès. Nous avons équilibré le budget, donc en tout cas pour cette année, il n'y a pas de risque de mise sous tutelle. Cela étant dit, j'ai pris l'initiative de solliciter la Chambre régionale des comptes parce que je pense que c'est important d'avoir un regard extérieur et d'avoir un organisme compétent qui nous fasse l'analyse de tous les comptes de la commune et pour qu'il puisse nous dire ce qu'on a comme piste pour pouvoir améliorer la situation financière, pour pouvoir générer des ressources propres. Parce que c'est un gros problème de la commune de Breil-sur-Roya, c'est que nous avons les taxes, et d'ailleurs avec la taxe d'habitation en moins désormais, mais qui est compensée. Et en dehors de ça, nous avons très peu de ressources propres qui permettent de rapporter de l'argent à la commune. Alors sur tout ça, il va falloir travailler parce qu'il est hors de question pour nous d'augmenter les impôts locaux. Bien sûr, qui ont déjà pas mal augmenté ces dernières années. Qui ont augmenté de 20% au cours du mandat précédent, un peu plus de 20%. Et donc, ça, nous aurons besoin pour cela de l'expertise de la Chambre régionale des comptes pour qu'ils puissent nous donner des pistes pour assainir la situation financière. Parce qu'aujourd'hui, il faut que chaque Bréois, Librasque, Piénasque comprenne que pour rembourser la dette, il faudrait que chacun d'eux, y compris les nourrissons, paye 1 900 €. Oui, non, c'est énorme. La dette est de 1 900 € par habitant. À titre de comparaison, dans les communes de même taille, c'est seulement 700 € par habitant. C'est-à-dire, nous sommes à un peu moins de 3 fois la dette par habitant qu'il y a dans d'autres communes comparables. Donc c'est une situation qui est très grave et très lourde, d'autant qu'effectivement, avec la place Brancion, nous allons devoir faire de grosses avances et de grosses dépenses dans les prochaines années. Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui n'a rien à voir, et je m'excuse si je ne suis pas dans le vrai. Vous parliez par rapport à une commune de même taille. Est-ce que les autres communes ont les mêmes problématiques au niveau patrimonial, ou faut voir qu'on est tellement riche ici et ça coûte beaucoup d'argent aussi, ou est-ce que ça rentre pas en ligne de compte sur la dette par habitant? Cette dette, elle vient pas de nulle part. Cette dette, c'est le résultat d'investissements qui ont été faits pendant des années, des décennies. Et je ne jette pas la pierre à mes prédécesseurs. Parce que la pire des choses pour une commune, c'est qu'elle arrête d'investir, qu'elle arrête de porter des projets. Parce que quand on a une commune comme celle de Breil, qui était, pour tout un tas de raisons, déjà sur une pente de déclin, si on arrête d'investir pour l'avenir, la commune est morte, on la condamne. Donc, je ne reprocherai jamais à mes prédécesseurs d'avoir conduit des investissements. André Hyper en a fait, disons, essentiellement 2 pour lesquels il a contracté des emprunts. Alors, on peut en penser du bien, du mal. C'est l'agrandissement-rénovation de l'école maternelle et le remplacement du chapiteau. Donc, c'était 2 emprunts, de 450 000 et un de 95 000 €. Et puis, sous la municipalité précédente, celle de Joseph Guilardi, il y a eu par exemple la crèche, le City-Stade, la station d'épuration, la promenade Goulden, le confortement de l'immeuble Guidi, et le forage de Libre, la maison de santé rurale, autant d'investissements que nous payons aujourd'hui. Mais le réfectoire va être réglé puisque vous avez obtenu la somme qui manquait, la somme qu'a été obligé d'emprunter Monsieur Hyper, me semble-t-il. Hein. Oui. C'est peut-être pas comme ça marche, mais... J'ai réussi à obtenir du département des Alpes-Maritimes qu'il revoit largement à la hausse sa subvention pour le projet d'agrandissement-rénovation de l'école maternelle. Et donc, au lieu d'avoir les 50 000 € qui avaient été versés pour plein de raisons, et la principale raison, c'est que la demande qui avait été faite par la mairie au départ était beaucoup plus basse, qu'en cours de route, la demande a été multipliée par 4 et le département ne peut pas suivre ce type de demande au claquement de doigts. Donc la subvention était de 50 000 et grâce effectivement au président du département Charles Anginesi, au président de la commission des finances Éric Ciotti, nous avons maintenant une subvention complémentaire de 550 000 €. 600 000 € du département pour ce projet d'agrandissement-rénovation de l'école maternelle. Sauf que il y a un petit mais quand même, c'est que cette subvention-là, ce n'est pas la commune qui la perçoit directement, mais c'est le CIVOM de la Roya.
parce que c'est le CIVOM de la Roya qui a assuré l'assistance à maîtrise d'ouvrage. D'accord. Et donc, c'est eux qui l'aperçoivent. Et donc, au lieu que ce soit de l'argent qui rentre directement dans les caisses de la commune, en fait, c'est simplement un échéancier que nous avions à rembourser, que du coup, nous ne rembourserons plus. Ou... Bon, Mais alors, comment ça se passe par rapport à l'emprunt que la mairie a bien contracté? C'est la difficulté que nous avons, c'est-à-dire que nous allons devoir nous arranger avec le CIVOM pour faire en sorte de pouvoir rembourser cet emprunt. Mais c'est effectivement une difficulté que nous rencontrons. D'accord. Alors, on parlait bien entendu des... Sinon, ça aurait été trop simple. Ça aurait été trop simple, bien sûr. On parlait bien sûr des investissements. On va pas revenir sur la piscine, est-elle trop grande, trop machin. Tout ce que je peux dire, c'est que la piscine, il y a des pistes. L'une d'elles est grâce à Sandra Jordan notamment, qui est voilà, c'est sur la voie, hein, j'en suis le secrétaire. Voilà, ça s'appelle ABC et c'est l'Aquatic Braille Club qui va naître très très prochainement. Voilà. Ce sera des pistes justement pour cette piscine. Mais cette piscine est un bel équipement. C'est un équipement. J'ai pas dit que c'était pas beau. particulièrement coûteux. C'est très coûteux. Ouais. Ça représente une charge très lourde pour une commune comme de la taille de Breil-sur-Roya. Pour que chacun se fasse une idée, la commune, la piscine cette année, en restant fermée, coûte à la commune 90 000 €. Oui, c'est énorme. Voilà. Non, c'est énorme. Si nous l'ouvrions, c'était 300 000. C'est, on va dire, 165 000 euros. 165 000 euros. Sachant que nous avons à peu près 25 000 euros de recettes. Donc en fait, en la laissant fermer, on économise 50 000 euros. Alors on peut se dire, pour seulement 50 000 euros, autant l'ouvrir, mais j'assure vraiment à tous ceux qui nous écoutent que 50 000 euros, dans la situation financière actuelle de la commune, ce n'est pas du tout du luxe. C'est pourquoi nous avons fait le choix, à regret, de laisser cette piscine fermée. Toutefois, effectivement, s'il y a des associations ou par exemple le département pour les collèges qui sont prêts à financer les frais liés à l'ouverture de la piscine, journées de piscine et le personnel nécessaire pour surveiller les baignades, la mairie ne fera pas obstacle à ce qu'on ouvre cette piscine. Bien sûr, non, tout à fait. Bon, on parle, voilà, c'est des sujets dont on discute. Effectivement, on a des personnes qui sont prêtes à venir. Il reste à accumuler le nombre d'heures pour qu'elles puissent vivre. C'est vrai que sur 15, 20 ou 25 heures, c'est pas possible pour quelqu'un de venir sur une piscine et de vivre derrière, avoir un loyer. Enfin bon, ça c'est un autre problème. La chose que je voulais dire par rapport à cette piscine, lors de votre campagne municipale, vous aviez parlé peut-être d'explorer des pistes de financement extérieur. Bon, j'imagine que c'est dans les cartons et que c'est dans les dossiers et que on peut pas tout régler en 2 mois d'exercice, et j'en suis bien conscient. La solution, pour moi, elle est évidente. C'est la solution qui était déjà privilégiée par mon prédécesseur. C'est la création d'un syndicat mixte de la Roya. Les syndicats mixtes, ce sont des structures dans lesquelles il y a un certain nombre de financeurs. Généralement, c'est le département, l'intercommunalité, donc dans d'autres vallées c'est la métropole, ici c'est la CARF, et puis les communes. Et ça permet effectivement de porter une stratégie de développement à l'échelle d'un territoire. Je vois ce qui a été fait par exemple par le syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du Val de Blore, qui ont porté à l'échelle d'un territoire une stratégie de développement très efficace, avec de gros investissements dans des équipements qu'on connaît tous, le Vésubia Mountain Park, la tyrolienne de la Colmiane, les stations de la Colmiane et de Turinic en Argent, les thermes de Berthemont, autant de structures effectivement qui allaient de pair avec aussi une promotion, avec le pass Pure Montagne qui permet avec des tarifs préférentiels de pratiquer dans la journée toute une série d'activités. Et tout cela, c'est vraiment ce qui manque dans la vallée de la Roya. Alors, permettez-moi... Il manque les investissements dans des infrastructures touristiques et il manque effectivement une stratégie globale d'un territoire. Et donc moi, je suis partisan de la création d'un syndicat mixte de la Roya avec le département, la CARF, les communes, qui permettent notamment de prendre en charge le déficit de la piscine de Breil, de la station de ski de Casterino et de porter tout un tas d'autres projets pour développer
la commune et le tourisme dans la vallée. Alors, la stratégie globale, on en a parlé vendredi dernier avec Madame Laurence Boetti-Forestier, hein, notamment. Euh, Moi, alors, c'est pas un avis de tout le monde, hein, même si beaucoup le partagent, peut-être, j'en sais rien. C'est un avis personnel et de citoyen. J'ai un peu, et j'ai toujours eu cette impression, que si la Vésubie, le Var, la Tinée, avaient, on va dire, bénéficié de plus de fonds, c'était d'une part parce qu'ils avaient des présidents de département qui étaient quand même issus de ces vallées-là, de Monsieur Génési quand même, dont le père était maire de Puget-Théniers, me semble-t-il. Et depuis des années. Alors je veux pas dire que c'est voilà. On connaît tous. Et puis moi demain, si je suis élu à un quelconque poste, je pense que je favoriserai aussi le lieu d'où je viens. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi l'impression que la situation géographique, l'accès par le transport est facilité par rapport à nous. Hein. On va pas reparler de la ligne, mais qui est bien quand même moribonde cette brave ligne. Et que si demain elle pouvait remonter, on pourrait peut-être amener ces infrastructures-là, parce qu'on sait que derrière, il y a du transport qui amène les gens. Or, c'est pas le cas. On va pas construire un Mountain Roya Park s'il y a 2 allers-retours par jour, quoi. Alors c'est vrai qu'à Breil-sur-Roya, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu un président du département. Mhm. Ça étant dit, c'est arrivé. Oui. Puisque André Breton Tout à était fait. maire de Breil-sur-Roya après-guerre, Oui. et il a été président du département de 49 à 53. C'est vrai. Donc nous avons eu tout de même à l'époque un président du département. Mhm. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a eu des présidents de département qui venaient d'autres vallées. Mhm. Mais qui pour autant étaient particulièrement attachés à nos montagnes, étaient particulièrement attachés à tout l'arrière-pays des Alpes-Maritimes, et n'ont pas fait de discrimination à l'égard de la vallée de la Roya. Et d'ailleurs, nous avions des élus, il y a encore pas si longtemps, Gilbert Marie, José Oui, Balarello, oui, bien sûr. qui ont beaucoup poussé pour que la vallée de la Roya ait aussi le soutien de toutes ces collectivités et ait également des projets d'avenir. Donc, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est facile de dire oui, le département, il met tout dans les autres vallées. Et je prends souvent un exemple, je dis pas ça pour toi, mais Non, non, mais c'est pas. C'est en partie ce que j'ai dit, mais pas totalement. Je l'entends par ailleurs. Mais est-ce que par exemple, tu sais quel est le principal engagement financier du département des Alpes-Maritimes actuellement? Le plus gros projet dans lequel le département des Alpes-Maritimes a investi son argent? Bah, je pense que c'est Vermières-Roya, non? Pas du tout. Pas du tout. C'est Alors. le tunnel de Tende. Ah, le fameux tunnel, oui, Voilà, d'accord. pratiquement 45 millions d'euros Ouais. rien que pour le département des Mhm. Alpes-Maritimes sur le projet de doublement et de sécurisation du tunnel de Tende. Donc en fait, le plus gros projet financier porté par le département des Alpes-Maritimes actuellement, financé par le département des Alpes-Maritimes, c'est dans la vallée de la Roya. Donc en réalité, on n'est pas oublié, mais c'est vrai que nous, on a pris par rapport aux autres vallées un certain retard, qui fait que les investissements qu'on fait aujourd'hui dans la vallée de la Roya, on les fait simplement pour nous maintenir la tête hors de l'eau, alors que dans d'autres vallées, on les met pour aller vraiment vers l'avenir. Donc c'est ça en fait la différence. Mais parce que effectivement notre vallée a beaucoup de problèmes, effectivement de transport. Cela étant dit, on ne va pas à Valberg en train. Hein, voilà. Donc le fait que ce soit une route de montagne étroite et sinueuse, ça n'empêche pas les personnes de venir dans les villages, de venir dans l'arrière-pays. Donc je pense que le principal effort qu'on doit faire, c'est de la communication. C'est-à-dire, on doit faire savoir, c'est ce qu'on disait au début, on doit faire savoir aux gens du littoral, des Alpes-Maritimes d'abord, que à 1 heure de Nice, il y a une vallée, la vallée de la Roya, qui mérite d'être connue, qui est aussi proche de Nice que n'importe quelle autre destination touristique. Mais il y a une barrière psychologique qui s'appelle la frontière. Et le fait de devoir passer par l'Italie, ça semble du coup beaucoup plus long. Et ça, je le constate parce que moi-même, je travaille depuis pas mal d'années à Nice, et je me rends compte que les gens sont toujours très surpris quand je leur dis Breil-sur-Roya est à 1 heure de Nice. Ah non, mais ça, c'est vrai. Après, excusez-moi d'insister là-dessus, sur cette ligne, c'est vrai qu'on a une ligne qui bientôt va recevoir, va fermer pour des travaux de réfection, notamment dans les tunnels et tout ça. Mais on a cette limite de vitesse
ces voyages qui ne sont plus autant d'aller-retour que ce qu'on espère, qui grèvent quand même une partie des arrivées sur Breil. Il faut quand même se le dire aussi, à une époque où on commence à tendre vers un transport plus écologique, où on s'aperçoit qu'à Nice, eh bien, il favorise les vélos plutôt que les voitures, dû aux circonstances du Covid aussi. Voilà, c'est un peu tout ça, et on a l'impression que là, ça tourne pas en notre faveur. Ne serait-ce que la ligne, excusez-moi d'insister encore là-dessus, mais cette ligne de tram qui arriverait jusqu'à Drape et qui ne ferait de la ligne Nice-Breil qu'un pis-aller, quoi, à mon avis. Alors, la ligne ferroviaire Nice-Breil-Cuneo, Vintimille, c'est un atout majeur pour nous. Voilà. Personne dans la vallée de la Roya, en tout cas, n'en doute. Et il est indispensable de la maintenir. Il est indispensable de la maintenir d'abord parce qu'elle permet de faire venir beaucoup de gens du littoral vers nos vallées. Elle permet de créer ce lien indispensable entre la France et l'Italie. Elle permet, et plus particulièrement entre le Piémont, la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Ligurie. Elle permet aux habitants de nos vallées de pouvoir aller exercer leur activité professionnelle dans les gros bassins d'emploi que sont Menton, Monaco, Nice. Nice, oui. Et en fait, c'est indispensable de la préserver. Donc il faut faire en sorte d'obtenir les financements nécessaires. Je pense que les financements qui correspondraient le plus au caractère international de cette ligne, ce sont des financements européens. Je pense qu'il sera pour cela nécessaire de renégocier cette convention de 1970, sans laquelle, effectivement, il n'y aura pas d'entente entre la France et l'Italie sur les coûts d'exploitation de la ligne, et donc pas d'avenir pour cette ligne. Et plus généralement, effectivement, c'est une mobilisation qu'on doit faire de tous les acteurs du territoire, départements, régions, États, CARF, métropole, communauté de communes des paillons, idem du côté italien. Tout cela, effectivement, pour faire en sorte que tout le monde prenne conscience de l'importance de cette ligne et de la nécessité de la développer. Alors, je vous ferai grâce puisque nous en avons parlé avec Madame Forestier vendredi dernier, du corridor européen et de tout ça dont on a déjà parlé. À moins que vous ayez un avis dessus, je vous écoute. Un des moyens, effectivement, pour obtenir ces financements européens, et c'est effectivement Laurence Forestier qui s'est aperçu qu'il existait cette manne financière, c'est de faire qu'elle soit inscrite au sein des corridors européens. C'est une des pistes vraiment sérieuses, je pense, pour pouvoir avoir ces financements. Sur la question du train-tram, du prolongement de la ligne de tram jusqu'à Drape, je pense finalement qu'avec ce nouveau projet, on s'en sort bien. Parce qu'au départ, ce qui était imaginé comme projet, c'était justement de faire un train-tram. C'est-à-dire de faire sur les rails de notre ligne ferroviaire un tram avec un cadencement effectivement très rapide. Très rapide, oui. Pour jusqu'à Drape. Et naturellement, si on avait fait ça, si on avait utilisé les rails de notre ligne ferroviaire pour faire un tram en périphérie de Nice, le reste évidemment, ça se serait fait au détriment du reste de la ligne. Là, le président de la métropole, Christian Estrosi, s'est orienté vers un autre projet, celui de prolonger la ligne de tram, du tram 1 de Nice, en parallèle de la ligne ferroviaire. En parallèle, donc, en faisant une liaison avec une liaison à Drape. Avec une liaison à Drape, évidemment, d'accord. Avec une liaison à Drape et aux autres stations qu'il y a jusqu'à Drape. Donc, ça laisse toute possibilité de développer la ligne ferroviaire Nice-Breil-Cuneo et de maintenir un bon cadencement sur la partie Drape, Breil, Cuneo, ce qui n'aurait pas forcément été le cas s'ils avaient fait le choix d'utiliser les rails du train pour faire un train-tram. Donc, quoi qu'il en soit, alors c'est peut-être moi qui ai mal lu ou mal compris, quoi qu'il en soit, la ligne Breil, la ligne traditionnelle, continuerait jusqu'à Nice, puisqu'elle serait en parallèle, c'est bien ça. Exactement, c'est le projet. Donc, il n'y aurait pas de remplacement à partir de Drape de la ligne. Normalement, dans le projet tel qu'il a été présenté, compris que ça. D'accord. Alors donc j'ai mal compris et alors, dans ce cas je suis plus favorable à ça qu'un arrêt total de la ligne de Drape à Nice.
Voilà, ok, j'avais mal compris ça. Écoutez, on a pas mal avancé. Sur le thème 3, les perspectives, on en a quand même parlé quelques-unes. Je voudrais quand même qu'on garde un petit temps. Après, je vois, il y a pas beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de réactions. Un petit temps pour la rentrée scolaire et bien sûr le port du masque, la distanciation sociale, le risque avec cette liberté laissée au préfet. On a entendu cet après-midi Madame le maire, la maire de Marseille dire qu'elle en avait un petit peu marre que l'État ne joue pas son rôle dans les communes éloignées, que ce soit Marseille ou Breil-sur-Roya, hein, apparemment même combat. Hein. Donc voilà, je voulais qu'on fasse un petit peu le point. La rentrée scolaire, tout d'abord, on n'a pas beaucoup d'informations, mais il y aura pas beaucoup de changements par rapport à la fin de l'année dernière. Non, en fait, il y aura beaucoup de changements par rapport à la fin de l'année dernière et pas beaucoup de changements par rapport à la rentrée dernière, c'est-à-dire à la rentrée 2019. Parce que finalement, les protocoles sanitaires se sont considérablement assoupli, ce qui fait que là, nous allons pouvoir faire une rentrée pratiquement à la normale. Alors effectivement, il y a une attention particulière qui sera portée par la commune au nettoyage des locaux, une attention particulière qui sera portée par les personnels de l'éducation nationale et de la commune dans les écoles pour que les enfants se lavent les mains, on va aménager les locaux de manière à maintenir le plus de distance possible. Cela étant dit, nous devons accueillir tous les élèves, donc ce sera impossible d'espacer toutes les tables avec un mètre d'écart. Donc, nous allons faire une rentrée pratiquement normale. En tout cas, tous les services périscolaires vont fonctionner normalement, ce qui signifie que nous rétablissons l'accueil de loisirs du mercredi, la garderie du matin, et naturellement, nous maintenons le ramassage scolaire et la cantine. Tout ça fonctionnera normalement. D'accord. J'attends certains retours de la part de l'Éducation nationale et notamment de la part des enseignants pour qu'ils nous disent si les horaires seront exactement les mêmes qu'à la rentrée précédente ou s'il y aura des arrivées en décalé le matin et des sorties en décalé le soir pour éviter qu'il y ait trop d'attroupements. Mais on aura la formation assez rapidement, on la communiquera à l'ensemble des familles. Globalement, on peut dire que cette rentrée se déroulera normalement. Et naturellement, chacun devra faire en sorte d'être prudent, d'être responsable. Et nous espérons effectivement que l'épidémie et l'évolution de l'épidémie ne va pas devoir nous amener à prendre des mesures trop drastiques qui se feraient au détriment de l'accueil de tous les enfants, comme on a pu le voir à Breil au printemps. Parce qu'à Breil au printemps, on a eu la chance qu'il y avait somme toute qu'une moitié à peu près des parents qui voulaient remettre leurs enfants à l'école, sinon nous aurions dû en refuser, ou nous aurions dû accueillir qu'un jour sur deux. Nous avons eu la chance effectivement de pouvoir accueillir tout le monde, tous les jours, c'est très rare. C'est très rare. Alors pour avoir vu monsieur Carrara, qui est le principal du collège Lovive l'autre jour, il m'a dit que lui, en tout cas, avait fait en sorte, au niveau de l'accueil dans les classes, voilà, il prend la plus grande des classes qui existent, pour notamment les élèves de 3e qui sont les plus nombreux, afin de pouvoir avoir tout le monde dans une distanciation normale. Il m'a dit les seuls problèmes à régler restent encore les allées et venues dans les salles particulières qui sont les salles de chimie où il y a un labo, des Bergbonzen. Voilà. Mais sinon, pour lui, il a réussi à caser tous les enfants de classe dans des classes dans les distanciations dans les règlements autorisés. Il m'a juste parlé peut-être de revoir le sens de circulation au sein du collège, qui avait peut-être posé quelques problèmes à l'époque. Les professeurs ne changeront pas de classe, les élèves ne changeront pas de classe, ce sont les professeurs qui viendront dans les classes. Au niveau de la cantine, tout se passera comme l'année dernière, avec des plateaux déjà prêts, et puis après chaque passage, un nettoyage normal. Et alors, et c'est là que je voulais en venir, c'est non seulement 2 masques offerts par le département à chaque collégien, mais vous, monsieur le maire, en tant que commune de Breil-sur-Roya, vous rajoutez 2 masques supplémentaires à chaque élève, des masques lavables une vingtaine de fois environ. Oui, effectivement, parce que je suis entièrement d'accord avec les propos que tu m'as rapportés du maire de Marseille, bien qu'on ne partage pas exactement les mêmes options politiques. Non, bien sûr, oui, mais ça n'empêche pas. Par ailleurs, elle a tout à fait raison de dénoncer le désengagement de l'État et de regretter que les communes soient contraintes de se substituer à l'État. Parce que l'État impose le port du masque pour les collégiens et les lycéens.
ça représente un coût très important pour les familles. Si on imagine que des masques chirurgicaux comme celui-là, si on tient en compte du fait qu'on doit les porter 4 heures, on doit en porter 2 minimum dans la journée de cours. 2 masques, si on est une famille avec 2 adultes, 2 enfants, que les adultes doivent le porter au travail et les enfants à l'école, on a des coûts qui avoisinent les 200-300 euros par famille, par mois. Et donc, l'État rajoute une charge supplémentaire très lourde pour les familles et n'apporte pas les moyens nécessaires pour limiter ce coût. Et donc, il ne remet pas de masque aux enfants tout en leur imposant. C'est pourquoi le département des Alpes-Maritimes a pris une initiative tout à fait normale, même si normalement ça aurait été du rôle de l'État, mais il a pris une initiative qui va dans le sens de l'intérêt général, c'est de donner à chaque collégien 2 masques en tissu réutilisable. Et la commune de Breil-sur-Roya a décidé de donner en plus aux collégiens 2 autres masques en tissu réutilisable, donc qui seront distribués à la rentrée. Ça me paraît indispensable pour faire en sorte que les familles qui ont des élèves au collège de Breil n'aient pas une charge financière trop lourde avec cette obligation de porter le masque. Alors, je ne sais pas. Et d'ailleurs, nous allons remettre également des masques à tous les personnels des écoles primaires et maternelles, aussi bien les agents de la commune que les agents de l'éducation nationale, qui ne relèvent pas de nous normalement, parce que eux doivent porter le masque dans un certain nombre de cas. Tout à fait, et puis naturellement, tous les agents de la commune de Breil, même au-delà de ceux qui travaillent dans les écoles, recevront également des masques de notre part. Alors, je ne sais pas si les masques lavables 20, certains on dit 20, on dit 30, ça dépend, hein, mais on va dire 20 pour avoir une marge. Je ne sais pas si ceux-là, on peut les porter plus de 4 heures. Il faudrait que je me renseigne. Quoi qu'il en soit, si on parle Normalement, on considère que, à moins que ce soit un masque FFP2, au bout de 4 heures, le masque ne filtre plus véritablement. Donc, on va dire que 2 masques par jour, c'est quand même une quarantaine de jours, donc, pour les enfants de Breil. C'est ça. Et donc là, ils auront 4 masques. Ils auront 4 masques, voilà. Donc, 4 masques par enfant. 4 masques par enfant. Est-ce que il est prévu pour la mairie de continuer cet effort au-delà justement de ces 40 ou 50 jours? Je sais que bon, si c'est un coût pour les familles, c'est aussi un coût pour une commune, hein, donc voilà, on va pas se voiler la face. C'est déjà un bel exemple de doubler la dotation des collégiens. Est-ce qu'il y a une suite prévue parce que on parle que ça durera une année scolaire. On verra comment les choses évoluent, on verra comment les règles évoluent, on verra comment nos stocks évoluent, de masques évoluent. Oui, non, bien sûr. Mais voilà, effectivement, chaque fois que nous pourrons être aux côtés des familles pour atténuer cette charge supplémentaire qu'on fait peser injustement sur leurs épaules, on le fera. Bon, on a parlé de la rentrée scolaire, on va parler bien entendu des commerces, on entend parler, alors bon, tout ça c'est bien discutable, hein, fermer un commerce à 23 heures, c'est vrai que le virus doit savoir exactement quelle heure il est pour s'en aller, hein, voilà, faut pas exagérer, faut pas pousser non plus, hein, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas vous, hein. Quoi qu'il en soit, vous êtes soumis à des réglementations ou à des décrets qui seront pris par les préfets. Donc là, vous pouvez pas faire grand-chose, hein. J'imagine que si demain on vous demande de fermer le marché, vous fermez le marché. Si demain on nous oblige à fermer le marché, nous fermerons le marché, mais vraiment le cœur gros. Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si demain ça doit arriver, ça sera par décret préfectoral et que vous n'aurez pas votre mot à dire. Ou alors vous vous portez en rebelle, je sais pas. Si on laisse la liberté aux mairies de faire, nous laisserons les gens continuer de travailler. Oui, nous créerons les conditions sanitaires pour que cela se passe dans les meilleures, effectivement, dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, mais nous laisserons les gens continuer de travailler parce que c'est indispensable et nous laisserons les gens continuer de vivre parce que nous en avons tous besoin. Bien sûr, tout à fait. Cela étant dit, si on nous interdit de faire le marché ou si on oblige des commerces à fermer, effectivement, nous n'aurons aucune marge de manœuvre et nous nous retrouverons simplement à devoir, après coup, essayer modestement de réparer les dégâts comme nous l'avons fait effectivement quand nous sommes arrivés aux responsabilités et où nous avons voté pratiquement 10 000 € d'exonération de loyer et de taxes pour les entreprises de Breil. Tout à fait. Il n'en reste pas moins que apparemment les gens peuvent très bien travailler. Il n'en reste pas moins qu'il y a des personnes fragiles qui doivent continuer à se protéger malgré tout.
Il faut que les personnes fragiles, effectivement, Ce qu'on appelle les soient personnes à risque. particulièrement prudentes. Mhm. Il faut au maximum qu'elles portent le masque. Il faut qu'elles limitent leurs déplacements et notamment qu'elles évitent les lieux de trop forte affluence, c'est Mhm. évident. Mais d'une manière générale, il faut que chacun continue à être rigoureux, à respecter les gestes barrières, à porter le masque quand c'est imposé. Je sais que ce n'est pas agréable. Moi-même, Non, non, dans ton studio à Médée, j'ai très chaud avec ce masque. En plus, j'étais obligé de couper la ventilation à cause du bruit. On transpire. Imaginez, voilà, regardez-moi. Mais je pense que c'est un moindre mal Non, non, mais par il faut. rapport à une flambée de l'épidémie ou par rapport à un nouveau confinement qui aurait des conséquences à la fois sanitaires et économiques tout aussi graves Oui, bien sûr. Mais ça serait catastrophique. que c'est clair. l'épidémie en tant que telle. Alors, il reste les EHPAD, on pourrait parler des EHPAD, on pourrait parler de plein de choses encore. On arrive à 20h20, on a à peu près récupéré le temps qu'on a perdu au début. Les perspectives, on en a parlé, et peut-être il y a encore des choses à dire. Très très rapidement, ce week-end déjà, dès demain, la dernière soirée des estivales du département, ça aussi c'est une bonne chose. Hein. Vous avez de 2 soirées prévues, vous avez réussi à nous en obtenir 5. Hein, voilà, donc ça, 5. Une à Libre, une à Pienne et 3 à Et Bray, 3 à Bray, dont la voilà. dernière a lieu demain, un concert en hommage à Aretha Franklin avec 14 musiciens quand même. Et C'est-à-dire un concert de très grande Ça qualité. va sûrement être formidable. Si la commune devait Ouais, le ouais. payer, c'est un concert qui coûte peut-être entre 10 000 et 15 000 Ouais, euros ouais, non, mais et c'est- qui est pris en charge entièrement par le département, Non, ça c'est à formidable. l'exception de la SACEM et du repas des artistes qui sont pris en charge par la commune. Mais Quand bon, même. c'est un très beau concert pour Ouais, un ouais, coût pour la commune très modique. Samedi, la retraite au flambeau La à retraite au 21h30. flambeau. Et dimanche, on respecte les traditions pour la Saint-Bernard. Donc il y aura les aubades, la messe à 10h30, La procession la à Saint-Bernard. procession à l'oratoire Saint-Bernard et à 11h30 l'apéritif d'honneur auquel participera la députée de notre circonscription, Alexandra Valletta-Hardisson. Eh bien, ça me fera plaisir de la voir et je lui lancerai une invitation à venir ici. C'est difficile hein, de la faire déplacer, mais bon, après tout, j'ose. Je pense qu'elle viendrait assez volontiers. Oui, elle me suit, hein, en tout cas, je le sais, et j'en suis très fier. Oui, pardon, des choses à préciser, peut-être des choses que j'ai oubliées. Non, vas-y, je te laisse poser ta question sur les perspectives. Voilà, non, je voulais juste dire que il faudra profiter, donc rester à Bray dimanche matin pour suivre cet événement. Moi, j'en parlais l'autre jour. En me disant que c'était un des moments préférés de notre regretté premier adjoint, Mario Amerio, qui avait une vraie passion pour la Saint-Bernard. Je m'en souviens, on en avait parlé. Et donc, rien que pour lui rendre hommage, j'aimerais voilà, que tout le monde vienne, parce que Mario était un personnage au-delà de tous les clivages possibles et imaginables. Et on me dit souvent que dans le temps, Oui. la Saint-Bernard était presque plus importante comme fête que la Medjagouste. Oui, et oui. c'est vrai que depuis des années, on a une Saint-Bernard qui décline à vue d'œil, la Medjagouste aussi, Ouais. mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de monde à la Medjagouste et une Saint-Bernard qui est un petit peu tristounette, et ça n'a rien à voir bien sûr avec Ouais, l'engagement des bénévoles, mais une moindre adhésion du public. Donc cette année, nous la faisons minimaliste du fait du contexte, mais l'année prochaine, nous avons bien l'intention de donner un nouveau souffle à cette Saint-Bernard. Bien. Alors, juste, je voulais dire, donc, si vous êtes à Bray ou si vous êtes de passage, c'est vraiment un moment à ne pas manquer, hein, cette procession jusqu'à l'oratoire. Et puis après, voilà, le discours, il n'y aura pas que votre discours, je sais qu'il y a le discours en général du président du comité des fêtes. Je ne sais pas s'il sera là cette fois-là, mais en général, il fait au moins un mot de remerciement. Donc, Madame la députée Alexandra Valletta-Hardisson, on attend ça avec impatience. Juste, si vous êtes à Bray, et après les discours et après l'apéritif, si vous pouvez penser à monter jusqu'à Libre où un vide-grenier sera organisé. Voilà, sur la place de l'église. Sur la place de l'église. Alors je sais que on reste encore, et là excusez-moi monsieur le maire, je vais finir sur cette touche, et puis après on prendra quelques... je sais pas s'il y a des questions, j'ai pas vu jusqu'au bout. Il ne se passe jamais rien à Bray, hein, n'est-ce pas? Vous êtes bien au courant de cette maxime bien connue, plutôt de cette phrase, c'est pas une maxime. Il y a quelquefois, et c'est encore, des événements qui se touchent jusqu'à, moi je le pense, sur certains événements, qui enlèvent du public à un ou à l'autre.
Alors, il y a des fois, on ne pose pas dans la même catégorie et on peut très bien faire vivre deux événements dont on sait qu'ils n'attirent pas le même public. C'est très difficile pour les élus qui ne peuvent pas se couper en deux. C'est clair. Non, non, puis c'est difficile pour les personnes aussi. Oui, Et quelquefois, on se dit, mais quel dommage qu'il n'ait pas pensé à... Enfin, pensé, j'imagine que oui, c'est pensé, mais malheureusement, vous êtes soumis aussi aux desiderata des personnes ou quoi que ce soit. Mais souvent, je pense par exemple au 13 août dernier où on avait d'un côté la montée à la Cruella. Malheureusement, à cause d'un mauvais temps, Nathalie Massiglia avait reporté ses visites le même jour. On a eu visite de piano haute, il y a eu Brigitte Wolfers. La visite de piano par Brigitte Wolfers, et ça c'est dommage parce que on en avait parlé. J'avais posé la question lors de votre dernier meeting de campagne. J'avais posé la question de cette unité entre les hameaux. Qui des fois font des choses et puis après on n'est pas au courant ou on n'a pas l'habitude de y aller ou eux n'ont pas l'habitude de venir. Et voilà, je pensais qu'il serait intéressant de... J'en ai parlé encore avec Madame Sandra Mérieux il n'y a pas longtemps. Voilà. Et ça fait partie des choses sur lesquelles nous allons travailler, effectivement, fédérer et coordonner l'ensemble des associations bréoises, librasques et pienasques. Alors, il y avait encore, j'imagine, plein de choses à dire. On aurait pu faire facilement 1 heure de plus, oui. Mais on ne va pas lasser les gens. Il est 22h25. Je vais juste prendre... alors, outre le fait que tout le monde nous a bien entendu, et les applaudissements de Abdallah Boukadra, de Philippe Fabienne, voilà. Nous avons David Alavena Zozio qui nous dit « Parlons-en du feu d'artifice, monsieur le maire. Pourquoi pas imposer à EDF d'offrir chaque année ce feu d'artifice, vu qu'il exploite le barrage ?» Parce que on n'impose pas les choses à EDF, hein. Ils ne sont pas sous tutelle de la commune, donc effectivement ça peut faire partie des pistes de négociation avec EDF qui exploite le barrage, qui d'une manière générale exploite la vallée de la Roya pour faire de l'hydroélectricité. C'est une bonne chose pour tout le monde, hein. C'est une énergie quand même propre et renouvelable, mais effectivement ça fait partie des choses qu'on pourrait demander à EDF, mais figurez-vous que j'ai beaucoup d'autres choses à demander à EDF. Alors c'est que j'ai déjà commencé à demander à EDF. Et donc parmi les pistes, il y a effectivement tout l'aménagement futur et toutes les animations qui peuvent être faites autour du lac. Et puis peut-être sur le lac, peut-être. Bien sûr, autour du lac, c'est-à-dire y compris sur le lac. Ouais. Et puis aussi la question de la sécurisation des abords de barrage pour les humains comme pour les cygnes et les canards. Voilà. On a eu une réflexion très intéressante l'autre jour. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre l'émission qu'on a fait avec Rémi Massiglia. Où Rémi me disait c'est bien beau, c'est louable hein, de vouloir protéger les cygnes et tout ça. Il me dit ce à quoi on n'a pas réfléchi, c'est que si demain les cygnes se reproduisent et qu'ils sont trop nombreux sur le lac, ils vont se réguler d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à s'entretuer, quoi. Donc, en 2 mots, il disait que peut-être que avec l'aide du barrage, d'en faire partir quelques-uns, à moins de les prendre vivants et puis de les transporter ailleurs, mais il me dit si on les laisse s'épanouir dans la Roya, sur le lac ne sera pas assez grand ne serait grand que jusqu'à un certain point. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc peut-être que le barrage est l'instrument d'une régulation de la faune du lac. Non, mais voilà, je pense effectivement que la nature a besoin de se réguler, que la biodiversité est un subtil équilibre, mais que malgré tout, nous devons créer les conditions pour éviter ce gâchis, gâchis monumental. Non, mais on est d'accord. Du décès précoce des petits cygnes. On est d'accord. Simplement qu'en faisant ça, il faudra penser tout de suite à avoir une idée de les prendre et carrément de les mettre ailleurs, ou de les descendre sur un Timmy ou de les monter ailleurs, parce que sinon, à un moment, s'il y en a 5 et que le lac ne peut plus en avoir plus de 5, il va y avoir une autorégulation. Voilà, c'était juste la petite pensée. J'avais trouvé la réflexion de Rémi pertinente. Voilà pourquoi. Tout à fait. Françoise qui nous dit vous avez fait un énorme travail en si peu de temps, c'est énorme, franchement bravo. Voilà, donc merci. Une belle appréciation et un satisfecit pour vous et votre équipe. Un autre satisfecit d'un homme que j'adore, un beau projet, 2 points, le téléphérique de la Cruella. Je me demande de qui ça peut venir. Voilà, Thierry qui nous dit en même temps 45 millions d'un coup, est-ce que ça compense 50 ans d'abandon de ce tunnel? Voilà. 45 millions, c'est uniquement la partie du département. Hein. Le projet, c'est de l'ordre de 250
millions Oui, d'euros. oui, oui. Qui vont devoir être investis, 48%, 58% par les Italiens, 42% par la France. Est-ce que ça compense l'abandon? Le tunnel a été entretenu autant qu'on pouvait l'entretenir, mais ça reste un tunnel très long, qui a été fait à une époque où il n'y avait pas toutes les mêmes normes de sécurité, qui est très étroit. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas regarder vers le passé en se demandant si avant on avait fait, mais se dire aujourd'hui ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que ce projet reprenne au plus vite, que tous les financements soient débloqués et qu'on puisse faire que ce tunnel soit enfin sécurisé. Parce qu'il faut savoir que si le département des Alpes-Maritimes ne dépensait pas 300 000 € par an pour maintenir un poste de garde de sapeurs-pompiers là-haut, il serait fermé depuis longtemps. D'accord. Alors, ma dernière question concernant le tunnel, et puis après on se dira au revoir si vous voulez bien, parce qu'il est déjà pratiquement 20h30. Pourquoi ne pas envisager, alors je ne sais pas, hein, c'est pas vous qui êtes décisionnaire bien entendu, Non. Vous avez quand même approuvé, si tant est que vous puissiez le faire, l'action des 5 maires de la vallée pour cet arrêté anti-poids lourd. D'ailleurs, vous en êtes comment dire, vous persévérez et vous perdurez la question, puisqu'on a vu dans l'été 3-4 actions comme ça, même de nuit, qui ont été faites. Voilà. Pourquoi, est-ce que la question a déjà été posée, ne pas faire comme le tunnel du Saint-Bernard, d'en faire un tunnel payant? Bah, la question, ça pose un certain nombre de questions, mais c'est quelque chose qui a déjà été évoqué. Hein. Oh, ben, j'imagine. Ça pose un certain nombre de questions. Qui fait payer? À qui? Oui, non, voilà. Non, mais c'est énormément de questions qui se posent. Est-ce que les personnes qui travaillent qui habitent à Tende et qui travaillent à Limone, ou qui habitent à Limone et qui travaillent à Tende, doivent payer pour passer le tunnel? mais la question serait qui faire payer et pourquoi? Oui, d'accord. Oui. Et puis aussi à qui on paye? Qui va effectivement D'accord, encaisser ouais. les recettes Oui, d'un tel tunnel? Non, voilà, mais c'est une question qui se réfléchit. Oui, Mais oui. il faut pas oublier aussi qu'on est sur une structure effectivement internationale. Bon, Ouais. tu me diras qu'il y a d'autres tunnels internationaux Ouais. qui sont payants. C'est une réflexion que chacun peut avoir, sur laquelle je n'ai pas d'idée préconçue. Mais j'ai quand même une idée, c'est que selon moi, effectivement, les populations locales ne doivent pas payer pour passer de Tende à Limone. On est d'accord, mais ça réglerait peut-être le problème des poids lourds en insérant une taxe. Voilà, il ferait le choix entre l'autoroute et le Ça gain de pourrait temps. permettre effectivement de dévier le trafic routier international Voilà. qui prend l'itinéraire de la Roya parce qu'il est le plus court et le moins coûteux. Cela étant dit, on a un arrêté Ça qui ne réglerait existe. pas tous les problèmes. J'ai fait en sorte, effectivement, depuis ma prise de fonction, qu'il y ait de la part de la police municipale d'Aubreil avec la police rurale de Saorge des opérations de contrôle, y compris la nuit, pour effectivement sanctionner les poids lourds de plus de 19 tonnes qui passaient sans dérogation et les obliger à faire demi-tour, ce qui est beaucoup plus dissuasif que de leur mettre une amende de 90 €. Voilà, monsieur le maire, on a fait à peu près 1h15 de... Voilà, on aurait encore beaucoup de choses à dire, j'imagine. Ma toute dernière question avec Abdallah qui nous dit « J'y serai dimanche ». Donc, combien sur toi, Abdallah, ils font un travail formidable en ce moment. Hein. Enfin, c'est pas qu'ils le faisaient pas avant. Non, mais enfin, voilà, c'est ça. Nos services Mais c'est municipaux font un formidable. travail Voilà. formidable. Moi, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que c'est la première fois que j'ai vu depuis 5 ans que je suis à Breil, des employés municipaux applaudir leurs conseillers et adjoints municipaux. C'était au camping, ils étaient non seulement applaudis, mais ils étaient ovationnés. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais, la seule chose que je voulais dire. C'est même l'inverse. Ce sont le maire et les adjoints et les conseillers municipaux qui ont applaudi les employés municipaux et ça a été qui ont travaillé sur le camping. Et ça a Parce été qu'un des objectifs de l'inauguration, c'était de mettre à l'honneur le travail qui a été fait par nos services municipaux et par nos agents. Et j'ai dit à ce moment-là, effectivement, qu'on avait vu de leur part un dévouement remarquable, des agents qui, sur leur temps libre, quand ils faisaient des courses en famille, ont acheté avec leur propre argent des équipements sur le camping, sans qu'on leur demande, évidemment, et surtout je leur dis, ne faites pas ça, hein, c'est pas à vous de payer pour la commune. Mais bon, ça en dit long quand même sur le dévouement de nos agents et sur le fait que beaucoup des critiques qu'on peut entendre à leur égard ne sont pas justifiées, et j'invite effectivement tout un chacun à venir voir de plus près la réalité de leur travail au quotidien, et ils se rendront compte que la critique est toujours
plus facile Bien que sûr. l'art qui est difficile. Voilà. Alors, ma toute dernière question, et après on se dira au revoir, c'est y a-t-il quelque chose dans ce moment que nous avons passé ensemble, y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée, un point que je n'ai pas abordé, qui vous tiendrait à cœur de partager avec nous? Tu as oublié des centaines de questions. Mais effectivement, parce qu'on en a déjà abordé beaucoup et parce que l'heure tourne, je vais simplement dire un mot sur ce qui va guider une partie de mon action dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est offrir aux Bréois un véritable cadre de vie agréable. Et ça va nécessiter de faire une commune plus propre, une commune plus fleurie et une commune plus sûre parce que nous avons beaucoup d'insécurité. Et ça va impliquer que les citoyens prennent conscience que la commune leur appartient aussi et que pour qu'elle puisse être belle, propre et sûre, il faut que chacun y mette du sien. Oui. Donc il y aura des actions en faveur de la propreté, en faveur du fleurissement, en faveur de la lutte contre les incivilités et contre l'insécurité. Et sur cela, nous aurons la chance, je pense, de revenir bientôt. Voilà, c'était la teneur de votre discours du 15 août, hein, d'être un peu plus dur sur les incivilités notamment. Hein. Il faut dire que c'était le lendemain ou 2 jours après qu'on ait volé 75 plants de géranium à l'entrée du village. Voilà. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé votre temps, parce que je sais que voilà, si en plus il y a un dossier qui attend pour la place Broncion, c'est d'autant plus sympathique de nous avoir accordé 7h30. Merci de cette invitation, merci de cette émission et merci pour tout ce que tu fais pour faire connaître Breil et la vallée de la Roya. Eh bien, merci Monsieur le maire, on va se terminer sur ces mots. J'en profite pour saluer tout le monde, Abdallah, Terry, Pomarède, Françoise et bien d'autres. Je ne vais pas remonter toute la liste, mais vous vous connaissez et sachez que je vous aime et que je vous embrasse et que je vous dis, pour ce qui est de demain, à partir de 18h30, 19h, je serai dans les locaux de la Pizzeria de la Roya pour vous donner un petit aperçu en direct, parce que je peux pas faire, voilà, j'ai pas encore le don d'ubiquité. Donc on fera un petit live là, vous donner un petit peu l'ambiance. Et puis n'oubliez pas, demain à partir de 21h, c'est au Chapiteau, c'est la dernière des soirées estivales du département. Et c'est un beau tribute to Aretha Franklin avec notamment ses plus grands tubes et 14 musiciens. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire, encore. Merci à tout le monde. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime. Je vous dis à demain pour un petit live en direct comme ça de la Pizzeria de la Roya. Et puis sinon, on se retrouvera samedi soir à 19h. Voilà. C'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup.